Bonsoir à toutes et tous. Je suis Vimla Mayura, la responsable communication de l'Institut du Thorax. Au nom de toutes les équipes de notre institut, je vous souhaite la bienvenue à cette 5e conférence du cycle des conférences à cœur ouvert. Ce cycle, on l'a démarré en 2024 à l'occasion des 20 ans de l'Institut du Thorax. Et comme vous avez été nombreux à participer à ces conférences l'an dernier, eh bien en fait, on a eu envie de continuer ce cycle et on réalise que vous êtes tout aussi nombreux à venir ou à revenir ce soir. Et on vous remercie de tout cœur de l'intérêt que vous portez à notre travail collectif et on est vraiment très très heureux de partager ce travail avec vous ce soir. Quelques rappels ou informations générales pour ceux qui ne nous connaissent pas. L'Institut du Thorax, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un institut de recherche, de soins et de formation qui a été créé à Nantes en 2004. Toutes nos équipes nourrissent un objectif commun, partager leurs compétences et leurs connaissances autour des maladies cardio, neurovasculaires, respiratoires et métaboliques pour mieux comprendre ces maladies, mais aussi pour mieux les traiter. Et notre institut s'organise donc autour de 3 structures. Un laboratoire de recherche fondamentale qui rassemble environ 180 personnels de recherche. Il est labellisé par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et par Nantes Université. L'Institut du Thorax réunit aussi des services hospitaliers au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, dans lequel 800 personnels de soins y accueillent nos patients. Et enfin, dans notre pôle de recherche clinique, qui est lui aussi basé au CHU de Nantes, à l'hôpital Nord-Laennec, qui est lui aussi labellisé par l'INSERM, on propose à nos patients de bénéficier d'essais cliniques et de traitements de pointe. L'objectif des équipes de l'Institut du Thorax, c'est de mieux comprendre les maladies pour mieux les traiter, mais pas seulement. Parce que notre objectif, c'est aussi de prévenir ces maladies, et c'est justement pour cette raison que nous avons aussi initié des conférences grand public. Parce que ça vous permet de rencontrer nos expertes et nos experts, nos médecins, nos chercheurs en binôme, parce que réunir des médecins et des chercheurs, des équipes de soins et de recherche, c'est notre ADN à l'Institut du Thorax. À chaque conférence, comme mes collègues ce soir, au-delà de leur métier d'enseignant, de médecin et de chercheur, mes collègues iront encore plus loin dans leur mission de service public parce qu'ils vont partager leur expertise avec vous. Et ces conférences, on les organise pour continuer à tisser du lien avec les citoyennes et les citoyens de notre territoire. Et c'est pour ça qu'on est content de vous accueillir si nombreux ce soir. On voudrait aussi adresser quelques remerciements à la faculté d'odontologie pour son accueil, à toutes les équipes qui nous soutiennent dans l'organisation de ces conférences et à nos tutelles, Nantes Université, l'INSERM, le CNRS et le CHU de Nantes. Côté pratique, voici le déroulement de cette conférence. Mes collègues interviendront pendant 45 minutes et ensuite vous pourrez les questionner pendant environ 15 minutes. Il me reste à passer la parole à mes collègues, le docteur Thibaut Quillard, qui est chercheur à l'INSERM, la professeure Blandine Morel de Senlis, chirurgienne vasculaire et chef de notre service de chirurgie vasculaire et endovasculaire et chercheuse dans notre laboratoire. Ensemble, ils vont vous présenter comment ils travaillent au quotidien sur l'athérosclérose. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je rejoins Vimla pour vous remercier d'être là ce soir. Je vais vous parler aujourd'hui d'une chose que vous connaissez certainement tous. L'athérosclérose, c'est un terme que tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est une pathologie que tout le monde connaît. On va faire un petit voyage dans les artères pour voir un peu comment ça se passe, comment cette pathologie se développe et comment on peut la traiter avec Blandine. Donc effectivement, tout le monde la connaît, cette pathologie d'athérosclérose, parce que ça reste aujourd'hui la cause principale de décès dans le monde avec le cancer. C'est une pathologie qui est caractérisée par le rétrécissement de l'intérieur des artères, donc c'est schématisé ici, par le développement de plaques, ce qu'on voit ici un petit peu en orange, en jaune, parce que c'est avant tout au départ des plaques riches en lipides, en cholestérol. Et on va faire un petit rappel sur ce que c'est qu'une artère et comment après cette plaque se développe. Donc une artère, c'est schématisé ici, donc on a le rouge là où passe le sang. On a une première couche de cellules qui bordent ce sang, donc c'est les cellules endothéliales, les cellules qui sont en contact direct avec le sang.
Et puis dans la paroi du vaisseau, dans la partie un peu externe, on a plusieurs couches de cellules musculaires qui sont là pour dilater ou pour contracter le vaisseau, pour réguler la tension artérielle. Donc ça, c'est une artère saine. Au début du développement de la pathologie, du cholestérol peut s'infiltrer dans la paroi de cette artère. Donc ce n'est pas juste du gras qui se dépose à la surface de l'artère, hein. C'est vraiment à l'intérieur, entre ces deux couches de cellules, que le cholestérol va d'abord s'infiltrer. Alors la nature est bien faite au départ. Ça ne bouge pas en fait l'intérieur de l'artère. C'est l'extérieur qui se gonfle. En fait, l'artère devient plus grosse pour maintenir une lumière du vaisseau équivalente. Mais avec l'évolution de la pathologie, la plaque se développe encore plus. Et là, on commence à avoir un rétrécissement de la lumière et un impact potentiellement sur la circulation. La plupart du temps, notamment pour les événements aigus de la pathologie, donc les événements soudains, ce n'est pas tant la plaque qui bouche l'artère, ce n'est pas ça qui se passe, en particulier pour les coronaires. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on a une cassure de la surface de cette plaque, donc ici schématisée ici, et quand il y a une cassure de la surface de la plaque, on a une formation d'un caillot sanguin, et c'est ce caillot sanguin qui bloque l'artère et qui donne les complications, l'expression clinique de la maladie. Et ça dépend en gros des artères qui sont concernées. Quand ça se passe dans les coronaires, dans les artères du cœur, on a un infarctus du myocarde. Quand ça se passe dans les carotides, ça donne des accidents vasculaires cérébraux. Et quand ça se passe dans les membres, en particulier dans les membres inférieurs, dans la jambe, on a des claudications intermittentes et des gangrènes sèches qui donnent lieu à des amputations majeures. Donc ce n'est pas une pathologie qui est récente, hein. On a fait des scans de momies qui datent maintenant de 5000 ans, et donc dans ces momies, on retrouve des signes typiques de l'athérosclérose, qu'ici on voit en blanc. On voit le tracé de certaines artères en blanc, donc il n'y avait pas de McDonald's à l'époque, mais ils étaient certainement moins touchés aujourd'hui par l'athérosclérose qu'aujourd'hui, et ils avaient certainement d'autres problèmes de santé publique, mais c'est une pathologie qui existait déjà à l'époque. Donc les facteurs de risque, vous les connaissez certainement. En première ligne, c'est les lipides, c'est le cholestérol, donc les dyslipidémies, avec ce qu'on appelle typiquement le mauvais cholestérol, donc c'est le cholestérol LDL que vous avez certainement dans vos échantillons quand vous faites des prélèvements sanguins. C'est cette forme de cholestérol qui est la plus fortement associée aux complications cardiovasculaires, et c'est celle qu'on retrouve le plus dans les plaques d'athérosclérose. Plus globalement, en plus de juste cet aspect lipidique, l'athérosclérose est quand même relativement fortement associée aux troubles métaboliques, que ce soit l'obésité ou le diabète. C'est une pathologie qui évolue évidemment avec l'âge. Ça peut commencer assez tôt dans la vie. À partir de 50 ans, on estime que 50% des gens ont des plaques, le plus souvent silencieuses, heureusement, dans leurs artères. C'est aussi dépendant du sexe. L'homme est plus touché que la femme, en tout cas dans les premières décennies. C'est plutôt l'homme qui est susceptible de développer des plaques. Les femmes rattrapent un peu leur retard après la ménopause. Et puis les modes de vie, le tabagisme est fortement corrélé aux complications de cette pathologie d'athérosclérose. Et puis la sédentarité, le manque d'activité sportive qui est aussi associé souvent à l'obésité et au syndrome métabolique. L'hypertension, un facteur de risque important. L'hypertension, elle va surtout jouer sur les complications. Donc, je vous ai parlé de la cassure de la surface de la plaque. L'hypertension va aussi augmenter le stress mécanique du sang sur la plaque. Donc, ça va favoriser justement ces cassures et ça va favoriser les complications. Et puis, le facteur génétique, si vous avez des parents qui ont eu, un ou deux parents qui ont eu des événements cardiovasculaires, vous avez en gros 5 fois plus de risque d'avoir ces troubles, et donc il faut vous surveiller encore un peu plus. Donc on va revenir un peu en détail sur comment ça se passe dans la paroi. C'est pas si simple que ça. C'est une pathologie qu'on connaît bien. On a des éléments importants de connaissance, mais il y a pas mal de choses qui sont un peu moins connues. La première chose qu'on va voir, c'est comment ces lipides vont s'intégrer dans la paroi. Donc vraiment le tout début de la formation des plaques. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces plaques ne se développent pas n'importe où dans les artères. Elles se développent ici en rouge, surtout, principalement, là où il y a des bifurcations, là où les artères se ramifient.
Donc ici, en rouge, on voit que c'est là où les artères se ramifient que principalement les premières plaques se développent. Donc ici, c'est chez l'homme. Et ici, c'est une image d'une crosse aortique, d'une aorte de souris. Donc là, on imagine le cœur qui est ici. Là, c'est l'aorte avec une artère qui va donner une carotide, la deuxième carotide, et puis là, ça part dans la patte. Et ça part dans le reste du corps. Chez une souris saine, classique, l'aorte, là qu'on voit, est relativement transparente, elle est toute grise. Chez une souris qui développe des plaques d'athérosclérose, comme chez l'homme, on voit les plaques très bien en blanc à travers la paroi de l'artère. Donc ici, à la bifurcation, on voit très bien la plaque qui se développe, ici, et ici aussi, à l'intérieur de la courbure. Et pourquoi ça se passe à ces endroits-là et pas ailleurs? C'est parce qu'à ces endroits-là, le flux sanguin, à chaque bifurcation et à chaque courbure comme ça, le flux sanguin est un tout petit peu perturbé, comme vous voyez ici avec les petites flèches. Et ces petites turbulences de flux sanguin font que les lipides sont plus capables d'intégrer la paroi. Les cellules qui bordent les vaisseaux, là, avec ce flux turbulent, vont être un peu dysfonctionnelles et vont permettre aux lipides de passer plus facilement dans la paroi de l'artère. Donc c'est ce qui est illustré ici. C'est toute la séquence de la progression de l'athérosclérose. Donc dans la première phase, c'est ce flux perturbé là, qui va induire une petite dysfonction des cellules bordantes et ça va favoriser le passage du cholestérol LDL qu'on voit ici en jaune dans la paroi artérielle. Ces cholestérols, une fois qu'ils sont intégrés dans la paroi, ils vont être un peu modifiés. En l'occurrence, ça peut être de l'oxydation. Ces modifications des cholestérols vont induire une première inflammation, une première phase d'inflammation. Et qui dit inflammation, dit le recrutement de cellules immunitaires comme dans toute réaction inflammatoire. Et ces cellules immunitaires vont être donc intégrées dans la paroi. Et il y a tout un système de captation de ces lipides. Donc les cellules immunitaires vont venir et vont essayer en fait d'excréter le cholestérol qui s'est accumulé dans la paroi. Donc il y a tout un système de captation de ces lipides et de resécrétion dans la circulation pour qu'elles soient métabolisées par le foie et par d'autres organes. Mais quand les lipides sont vraiment trop importants, quand ce processus est complètement déséquilibré vers les lipides, ces cellules immunitaires vont se gorger de lipides, vont devenir encore plus inflammatoires et vont progressivement mourir à l'intérieur de la plaque. Donc progressivement, on a l'apparition d'un cœur lipidique et d'un cœur avec ces corps de cellules qui sont en train de mourir. Et cette inflammation qui est exacerbée, donc ces cellules vont être encore plus inflammatoires, donc ça va recruter encore plus de cellules immunitaires sur le site, qui vont se gorger de lipides et qui vont mourir à leur tour, pour comme ça propager ce cercle vicieux. Et cette inflammation chronique, elle va aussi permettre aux cellules musculaires qui sont dans la paroi de migrer et de proliférer dans la plaque. Donc il n'y a pas que les cellules immunitaires, il n'y a pas que les lipides, il y a aussi les cellules musculaires qui migrent, qui prolifèrent et qui vont produire ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, c'est un système de fibres, un peu comme le collagène typiquement, et elles vont produire du collagène. Donc c'est des fibres comme ça qui va stabiliser la plaque. Donc c'est cette chape fibreuse, la surface de la plaque, qui va être plus ou moins riche en collagène et qui va protéger la plaque de la cassure. Donc plus il y a du collagène, plus il y a des cellules musculaires, plus la plaque va être stable parce que la chape, la surface va être épaisse et très fibreuse. Et dans les stades vraiment avancés, l'inflammation chronique va progressivement fragiliser cette surface de la plaque, fragiliser cette matrice. Et donc il va y avoir une cassure, et cette cassure met en contact le sang et l'intérieur de la plaque. Ça va favoriser la formation d'un caillot qui va bloquer la circulation. Il y a une autre chose qui va se passer dans la plaque, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans les plaques d'athérosclérose. Il y a une dernière chose qui va nous intéresser en particulier et qui recoupe un peu le travail que va devoir faire Blandine après en clinique, c'est les calcifications vasculaires. Donc en plus de tout ça, les plaques vont se calcifier, les artères vont se calcifier à l'intérieur de leurs plaques. Les calcifications, c'est le même processus de calcification que vous avez dans les os et les cartilages, c'est-à-dire que vous allez avoir formation d'un tissu qui est véritablement dur comme de l'os et comme du cartilage. Donc c'est l'accumulation de ces cristaux de calcium et de phosphate, c'est les mêmes que dans l'os. Ces cristaux, en fait, ils apparaissent dans la plaque et ils sont intégrés à cette matrice de fibres, comme dans le collagène, et ça va former un tissu calcifié ou minéralisé, aussi dur que de l'os, et ça, on le voit très bien ici sur ce scanner,
où on voit les os de la hanche ici, on voit les vertèbres très bien derrière, et on voit encore plus clairement les calcifications qui se développent dans le tronc artériel ici. Donc tout ça, c'est un tissu qui est aussi dur, voire plus dur que ces os-là. Et ça a un réel impact. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, je reviens sur la momie, hein, la momie, on ne voit pas les plaques en tant que telles, on voit les calcifications qui se sont développées dans les plaques de ces momies-là. Et ces calcifications, elles sont importantes en termes de complications cardiovasculaires parce que quand elles sont petites, proches du vaisseau, enfin proches du sang, ça va favoriser la cassure. Donc ces petites calcifications vont favoriser la survenue de cassures et l'augmentation du risque de formation de caillots sanguins. Et puis quand elles sont très développées, on passe d'une artère au départ qui est élastique, qui est souple, à une artère qui est très rigide. Et cette rigidité, en fait, a un impact indirect sur l'hypertension et sur les risques d'insuffisance cardiaque. Et puis c'est un facteur aussi aggravant qui limite aussi le succès des interventions thérapeutiques. Et c'est là que je passe la main à Blandine qui va nous expliquer un peu pourquoi et comment elle intervient après. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous faire une partie un petit peu plus clinique et vous montrer donc les problématiques qu'on a pour traiter les patients et justement qui nous font, à partir de ces problématiques cliniques, revenir au laboratoire pour faire de la recherche fondamentale, pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, quelle prise en charge quand on a des symptômes? Donc déjà, on peut avoir de l'athérosclérose sans avoir de symptômes. Et là, je vais me concentrer sur les membres inférieurs. Quand on a de l'athérosclérose, y compris des artères qui vont être complètement bouchées, si ça ne donne pas de symptômes au patient parce qu'il a développé une collatéralité suffisante, on ne va pas traiter le patient. On ne traite que les patients qui sont symptomatiques. Donc, quels sont les symptômes en rapport avec l'athérosclérose au niveau des membres inférieurs? Eh bien, ce sont des douleurs à la marche, c'est-à-dire que le patient, pour un même périmètre de marche, c'est-à-dire 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, il va avoir une douleur à type de crampe au niveau du mollet ou de la cuisse qui va l'obliger à s'arrêter en attendant que la douleur passe. Et ensuite, il reprend la marche. Il doit se réarrêter au bout de la même distance, etc. etc. Donc, ça peut être invalidant. Et donc, on va traiter ces patients. Donc, bien sûr, ils ont tous un traitement médical optimum de base. On essaie de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, le sevrage tabalique, l'activité, etc. Mais des fois, ça ne suffit pas. Les patients restent symptomatiques. Et on va bien sûr regarder le retentissement de cette claudication, c'est-à-dire ces douleurs à la marche, sur la qualité de vie du patient. Et ça ne va pas être la même chose si le patient est actif ou très sédentaire, etc. Bien sûr, si c'est un patient qui est en activité professionnelle, qui va être en arrêt de travail parce qu'il ne peut pas faire plus de 500 mètres sans s'arrêter, etc., on va aller plus le traiter, alors que chez des gens plus sédentaires, on va peut-être prendre des périmètres de marche un peu plus serrés sur la balance bénéfice-risque. Les autres stades de l'athérosclérose, donc de l'artériopathie au niveau des membres inférieurs, qui sont plus graves, c'est quand, y compris au repos, donc en l'absence d'effort, il n'y a pas assez d'apport sanguin au niveau des muscles de la jambe, et donc les patients vont avoir spontanément mal. La nuit, quand ils sont en position allongée, ils vont avoir des crampes dans le pied parce qu'il n'y a plus assez de sang qui arrive dans le pied. Ils sont obligés de se lever pour marcher, pour faire circuler, pour avoir moins mal. Ou alors le dernier stade, c'est la gangrène, comme vous voyez ici, c'est-à-dire que ça va donner des ulcères à cause du fait qu'il n'y a pas assez d'apport sanguin pour que la jambe puisse vivre normalement. Et ce n'est pas seulement à l'effort qu'il y a un problème. Donc, pour traiter ça, quand on parle de traitement chirurgical, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener du sang dans la jambe et dans le pied. Donc, historiquement, le traitement le plus ancien, traditionnel, on va dire, c'est le pontage, qu'on fait encore actuellement, mais qui arrive maintenant en deuxième position. Donc, le pontage, ça va consister en le fait de shunter l'artère, par exemple ici, donc vous reconnaissez le fémur. Donc là, au niveau de la cuisse, c'est souvent cette artère superficielle de la cuisse qui va être bouchée. Donc le fait de faire un pontage, ça va être ouvrir au-dessus et au-dessous de l'artère qui est bouchée, et puis la shunter avec une artère artificielle qu'on appelle une prothèse, qu'on va coudre sur l'artère là où elle est ouverte au-dessus et au-dessous de la zone occluse, ce qui va permettre de ramener du sang dans le mollet, dans le pied, et donc de pallier à l'occlusion artérielle. Ça reste une chirurgie qui est assez agressive. Il faut bien sûr des ouvertures au niveau de la jambe.
Et puis une fois qu'on a fait un pontage, si jamais il se bouge, bon, c'est toujours plus compliqué d'en faire un deuxième, un troisième. Donc maintenant, de première intention, on essaye quasi systématiquement de faire des traitements mini-invasifs, donc endovasculaires. Donc tout ça, ça se fait en passant à travers la peau. Le plus souvent, on passe par le pli de laine au niveau de l'artère fémorale. Et donc là, le but, c'est pas comme un pontage où on va shunter. Là, avec les traitements endovasculaires, on va passer à l'intérieur de l'artère native. Et en fait, le but, c'est de passer à l'intérieur de l'artère qui s'est occlue et d'aller la rouvrir. Et pour ça, on va utiliser le plus souvent soit des ballons, comme vous voyez ici, soit des stents. Et on essaye toujours de ramener en fait un axe artériel au minimum en continuité jusqu'au pied. Donc ces techniques endovasculaires, maintenant, elles sont de plus en plus complexes. On arrive à faire de plus en plus de choses par voie endovasculaire. Et donc, on a besoin de matériel performant en termes de dispositifs implantables, etc. Et on a aussi besoin d'une imagerie performante. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de salles qui se développent qu'on appelle des salles hybrides. Ça, c'est par exemple la salle hybride qu'on a au CHU de Nantes. C'est-à-dire que c'est une salle de bloc opératoire, donc on peut faire toute la chirurgie qu'on veut, en conditions d'asepsie, etc. qu'on veut. Mais on a un ampli qui émet les rayons X, qui nous permet de faire la chirurgie endovasculaire, qui va être de la qualité d'une salle de radiologie. Donc on a accès à tous les logiciels de radiologie, de guidage, etc. Donc ça combine vraiment les deux éléments, ça nous permet un peu de tout faire dans ces salles. Donc on fait une ponction sous échographie de l'artère fémorale commune au pli de laine du patient et on va comme ça accéder à l'artère. Le plus souvent c'est l'artère fémorale commune là au niveau du pli de laine et on va mettre un introducteur qui va faire la jonction entre l'intérieur de l'artère et l'extérieur, et c'est par cet introducteur qu'on va ensuite aller essayer de passer un guide au travers de la zone qui est rétrécie. Une fois qu'on a passé un guide déjà, on est rassuré sur la suite de la procédure, et ensuite progressivement, on va préparer l'artère, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir progressivement avec un ballon, et une fois que l'artère est préparée, on va y mettre un stent. Alors soit un stent qui s'ouvre tout seul, soit un stent qui s'ouvre sur un ballon, et ensuite, le but c'est donc d'avoir écrasé la plaque, écrasé la zone qui était rétrécie pour rétablir le flux sanguin dans les artères natives. Donc là, c'est des petites images de bloc opératoire. Vous voyez, sur l'écran sur lequel on travaille, on a souvent un logiciel de guidage qui nous permet de superposer les artères, le scanner du patient en fond d'écran, puisque sinon les artères, on ne les voit pas, elles sont radiotransparentes. Et vous voyez, ici, il y a l'occlusion de l'artère iliaque qu'on a franchi, et une fois qu'on l'a franchi, en fait, on va y positionner un stent pour la rouvrir. Donc on s'aide beaucoup de ces logiciels de guidage. Vous voyez ici, on gonfle le ballon, il y a le stent qui est dessus, la fusion elle est un petit peu décalée, et on va traiter ce rétrécissement, cette lésion d'athérosclérose. On peut aussi faire ça, y compris sur des zones de bifurcation, comme ici, c'est la fémorale commune avec une grosse plaque, vous voyez ici, bien calcifiée entre la fémorale profonde et la fémorale superficielle, et on va pouvoir mettre un stent en forme de tour Eiffel, un grand stent ici et deux petits dans la bifurcation pour écraser les lésions et rétablir le flux sanguin. Vous voyez ? Donc, quelles sont les problématiques? Pourquoi on a encore besoin de faire des pontages? Pourquoi des fois ça ne fonctionne pas? Donc, d'une part, les calcifications artérielles qui sont un vrai problème parce que c'est très dur. Et donc, des fois, on n'arrive pas à passer notre guide à l'intérieur pour pouvoir rouvrir avec un stent. Ou alors, on arrive à passer, mais en fait, le stent, au fur et à mesure du temps, il va quand même se faire un peu écraser par la plaque. Il va y avoir une compression extrinsèque qui font que ça va favoriser le fait que le stent se rebouche. Et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi le stent, il peut faire ce qu'on appelle la resténose, c'est-à-dire qu'il y a une cicatrisation un peu excessive de la paroi de l'artère en réponse à l'implantation du stent, qui fait que progressivement, la cicatrisation, si elle est excessive, elle va s'accumuler à l'intérieur du stent et puis ça va progressivement le reboucher. Donc c'est là-dessus qu'on travaille au laboratoire, principalement sur les calcifications. Donc il y a il y a beaucoup de gens, toutes les personnes et les laboratoires qui travaillent sur la problématique des calcifications actuellement se centre beaucoup sur comment réduire les calcifications, en particulier avant de poser un stent,
ou comment les gérer une fois qu'on pose un stent. Donc, par exemple, il y a des dispositifs de préparation de l'artère avec des petits systèmes de fraisage ou des choses comme ça qui existent. Bon, c'est pas parfait, ça peut créer des petits emboles, enfin bon, voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on utilise aussi de plus en plus de ballons ou de stents actifs, c'est-à-dire c'est des ballons, quand on rouvre l'artère, qui vont libérer du médicament, ou des stents qu'on pose qui ont des petits réservoirs qui peuvent libérer du médicament dans la paroi de l'artère, pour essayer de limiter justement les phénomènes de prolifération, de cicatrisation excessive, pour éviter que le stent se bouche. Et donc là, c'est la problématique avec laquelle on travaille avec Thibault Laboratoire pour essayer de bien comprendre comment se forment les calcifications au niveau artériel pour essayer de les traiter par des médicaments pour être moins gêné au niveau de la pratique clinique et avoir des meilleurs résultats. Je vous passe la parole. Je vais finir la présentation pour effectivement resituer un peu ce qu'on fait au laboratoire sur les calcifications et plus globalement sur l'athérosclérose. Donc toute cette séquence que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une séquence simplifiée sur, je dirais, la majorité, une majorité de plaques. La difficulté, c'est que en fait, les plaques, elles ne sont pas toutes comme ça. Elles ne sont pas toutes riches en lipides et elles ne sont pas toutes aussi inflammées. Et donc c'est ça qui rend aussi le travail des cliniciens difficile en termes de prévention, c'est que si les plaques sont différentes, en termes de traitement, ce n'est pas forcément évident de traiter toutes les plaques de la même façon. C'est ce qu'on a commencé à faire avec Blandine et Yann Guéfic quand il était au CHU. On est parti d'échantillons pathologiques, donc on a récupéré grâce aux patients des échantillons d'artères pathologiques, donc des plaques d'athérosclérose de différentes localisations anatomiques. Donc on en a pris dans la carotide, dans l'aorte et puis dans les jambes, dans la fémorale et dans l'artère poplitée. Et la première chose qu'on a fait, donc on a fait des coupes histologiques, c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est une artère. La plaque, c'est tout ce truc-là, et la lumière du vaisseau, c'est là où passe le sang. Donc ça, c'est une carotide, et une fémorale, c'est là où passe le sang, et tout ça, c'est une plaque. Et la grosse différence entre les carotides et les fémorales, et c'est aussi le cas pour les aortes et les artères de la jambe, pour les aortes et les carotides, donc dans le haut du corps, globalement, ce sont les plaques que je vous ai décrites tout à l'heure. On a des plaques qui sont très riches en lipides et très inflammées. Par contre, dans la jambe, ce sont des plaques qui sont très différentes, très riches en matrice extracellulaire, donc en fibres de collagène, si on simplifie, en cellules musculaires lisses et surtout en calcification. C'est vraiment un territoire qui est plus calcifié que les autres territoires anatomiques. Et donc la question se pose en fait, en termes de pathologie, de progression de la pathologie, est-ce que c'est une plaque initialement qui est commune à tous les territoires et pour une raison ou pour une autre qui évolue vers des types différents? Est-ce que dès le départ, ce sont des plaques différentes qui se développent dans les différents territoires ou est-ce que c'est une évolution d'une plaque, d'un type de plaque vers d'autres types de plaques? Et en fonction de ça, en fait, ça peut orienter très différemment les stratégies thérapeutiques. Donc pour essayer de mieux comprendre ça, on a essayé de caractériser un peu mieux ces plaques, ces différences de plaques. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris ces plaques et on a voulu voir quels gènes étaient différents entre ces différents types de plaques. Alors les gènes, pour rappel, c'est le matériel génétique que chaque cellule va utiliser pour son fonctionnement, sa spécificité, son identité. Chaque cellule du corps, de votre corps, a le même patrimoine génétique. Toutes les cellules ont le même patrimoine génétique. Mais une cellule du cerveau ne va pas exprimer les mêmes gènes parce qu'elles ne vont pas avoir besoin en fait, des mêmes choses pour avoir leur spécificité. Donc les gènes illustrent en gros la spécificité, l'identité des cellules. Donc on a essayé de regarder ces gènes et on a vu qu'entre les plaques carotides et fémorales, on a 3000 gènes, on a plus de 3000 gènes différents entre ces types de plaques. Et au final, ce n'est pas très différent parce que ces plaques sont différentes en composition, en cellules, donc c'est le reflet en fait des différences de plaques qu'on observe par histologie. Ce qui était un peu moins attendu, c'est que quand on a aussi récupéré des artères saines, donc des fémorales saines et des carotides saines, et qu'on a comparé les gènes entre ces deux territoires, on avait déjà plus de 300 gènes qui étaient différents entre une artère saine de carotide et une artère saine de fémorale. Et cette illustration qui est un peu compliquée, je vais essayer de vous guider pour la comprendre. Donc ici, on a 12 artères carotides qui proviennent de 12 donneurs différents. Donc chaque colonne ici, c'est une artère différente. Et ici, on a 12 artères qui proviennent d'artères fémorales. Et chaque ligne ici,
c'est les 300 gènes, c'est les plus de 300 gènes qui sont différentiellement exprimés, qui sont différents entre les deux territoires. Et ce que ça illustre, cette figure, c'est que ici en rouge, c'est les gènes qui sont plus exprimés dans les carotides par rapport au fémoral. Donc là, c'est rouge, là, c'est vert. Donc là, c'est plus exprimé dans les carotides que dans les fémorales. Donc dans les carotides saines, on a déjà une surexpression de nombreux gènes qui sont associés à l'immunité, à la réponse inflammatoire, comme les plaques qu'elles vont développer plus tard. Et dans les fémorales saines, on a plus d'expression de tous ces gènes qui sont associés à la contraction, aux muscles et au métabolisme osseux et donc aux calcifications. Donc également, ça reflète un peu les plaques que ces artères vont développer plus tard. Donc c'est l'hypothèse qu'on essaye de développer au laboratoire. L'hypothèse, c'est de se dire que dès le départ, en fait, ces cellules vasculaires sont différentes entre les territoires et elles vont répondre un peu différemment aux facteurs de risque cardiovasculaires qui sont les mêmes pour toutes les cellules, pour tout l'organisme. Et ces différences d'identité et de fonction vont concourir, vont conduire aux différences de plaques qu'on observe dans ces territoires. Donc c'est ce qu'on fait au laboratoire. Donc on récupère nos artères, on isole nos cellules dans des boîtes de culture et puis on les expose à des facteurs de risque cardiovasculaire qu'on recrée en culture et puis on regarde en gros leur capacité à produire leur matrice, les fibres de collagène notamment, leur capacité à se contracter pour les cellules musculaires, leur viabilité, leur prolifération ou la minéralisation pour la calcification. Et quand on voit des différences, on essaye d'identifier les gènes qui sont responsables de ces spécificités. Donc pour illustrer pour la minéralisation, c'est ce qu'on a fait. Donc les cellules, on les a isolées, on les met typiquement dans des boîtes de culture qui ressemblent à ça. Donc chaque puits comme ça, on met des cellules qui se collent au fond, qui adhèrent au fond de la plaque en plastique et qui vont proliférer. Donc elles vont se répartir et vont recouvrir l'ensemble du fond du puits. On les met dans un milieu de culture enrichi avec des facteurs de croissance pour qu'elles soient bien à 37 degrés, avec 5% de CO2, donc comme dans l'organisme. Et puis pour la calcification, on enrichit le milieu avec du phosphate. Donc c'est un élément qui permet de stimuler la minéralisation de ces cellules. Et après 1 semaine ou 3 semaines, la matrice de ces cellules est minéralisée et pour la visualiser, on met un colorant rouge spécifique qui va colorer la minéralisation et après c'est ce qu'on prend en photo ici. Donc les cellules sont partout dans le fond du puits, mais tout ce qui est rouge, c'est la minéralisation. Donc dans certaines conditions, on n'a pas de minéralisation et dans certaines conditions, on a beaucoup de minéralisation. Et ça, on analyse ça après comme ça, où on retrouve nos territoires différents, donc les carotides, l'aorte, la fémorale et la poplitée. Les conditions contrôle où il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas de minéralisation, donc ce n'est pas rouge. Quand on ajoute le phosphate, quand on fait minéraliser nos cellules musculaires, on se rend compte qu'effectivement, les cellules qui sont issues des fémorales et des poplitées, donc derrière le genou, ces cellules sont plus capables, sont plus susceptibles de minéraliser que les autres territoires. Ça c'est illustré ici avec la quantification. Donc ça correspond bien à notre hypothèse que ces cellules sont plus aptes à minéralisation et c'est donc certainement pour ça que ces calcifications sont plus présentes dans ces plaques des territoires inférieurs. Et je vais finir par cet élément-là, pour aller un peu plus loin maintenant dans les traitements, dans la découverte potentiellement de nouvelles pistes thérapeutiques. On a aussi analysé les plaques calcifiées et on les a comparées aux plaques qui ne sont pas calcifiées pour identifier des gènes et des micro-ARN. Alors, je n'entrerai pas dans le détail des micro-ARN, mais les micro-ARN, c'est des petits acides nucléiques, c'est des petits éléments, de matériel génétique que la cellule produit elle-même pour réguler de nombreux gènes. Et donc, c'est un autre élément qu'on peut utiliser après pour cibler des fonctions ou des pathologies. Et donc, on a fait une analyse à la fois de recherche de gènes et de ces micro-ARN, entre ces deux conditions pour identifier des gènes et des micro-ARN qui sont spécifiques de la calcification pour essayer de les cibler après pour endiguer ce processus. Et donc on a identifié 3 micro-ARN pour l'instant, en particulier le micro-ARN 155, c'est son petit nom sympa. Et donc ce qu'on a vu ici, quand on rajoute ce micro-ARN à nos cellules, on est capable de faire... l'apport de ce micro-ARN est suffisant pour induire plus de minéralisation. Donc ce micro-ARN est pro-minéralisant et donc notre stratégie en ce moment, c'est d'essayer de faire des inhibiteurs de ce micro-ARN, de l'intégrer potentiellement à des stents actifs pour après, localement, empêcher le développement de ces calcifications chez les patients.
Et je finirai par les remerciements à tout l'Institut, tous les collègues avec qui on travaille, les cliniciens, les chercheurs, les techniciens, les étudiants, tous les membres de l'unité, les institutions dont le laboratoire font partie, tous les financeurs qui nous permettent de faire les expériences, et puis l'équipe dans laquelle nous, on est avec Blandine, qui travaille sur les maladies vasculaires et pulmonaires. Et je vous remercie, vous, pour votre attention, et on est prêt à vos questions. Je vais passer parmi vous pour vous tendre le micro et vous proposer de poser vos questions. C'était trop compliqué ou trop clair entre les deux? Vous avez une question, madame? Merci beaucoup pour cette présentation très très claire. Mais c'est vrai qu'on reste sur sa fin parce que on se dit alors à quoi tient cette différence? Est-ce qu'elle va être traitée? Est-ce qu'elle va entraîner une nécessité des traitements différents, des préventions différentes? Est-ce que vous avez quelques idées déjà, puisque c'est vrai que c'est ce qui préoccupe les personnes qui ont ce genre de pathologie? Alors, pour ce qui est des raisons, d'abord, alors on n'a pas d'éléments solides à vous proposer. En tout cas, les deux hypothèses claires, c'est que les cellules de ces différents territoires sont exposées à des flux différents. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elles sont différentes. Elles sont aussi d'origine embryologique différente. Donc, elles ont peut-être aussi une mémoire de leur feuillet d'origine même chez l'adulte. Et puis, pour ce qui est des traitements, clairement, on s'oriente plus vers des stratégies ciblées comme des stents plutôt que des stratégies systémiques. Vu que les plaques des différents territoires sont si différentes, c'est certainement des stratégies locales qui vont être plus efficaces pour traiter tel ou tel territoire. Et si je peux me permettre, et pour la prévention, est-ce que le rôle du cholestérol est le même ou est-ce qu'il y a aussi des facteurs un peu différents? Tout l'intérêt de ce projet, c'est aussi de comprendre pour les fémorales, pour les jambes, est-ce que le cholestérol est si important que ça pour ces plaques-là? Et ça, c'est une vraie question. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu de plaques de fémorale avec beaucoup de cholestérol, même sur des patients un peu plus jeunes. Et donc peut-être que ce cholestérol-là, cette physiopathologie de l'athérosclérose, elle n'est pas si claire que ça en fait pour d'autres territoires. Et donc en termes de traitement, ça change aussi, en termes de prévention aussi. Merci. Après, si je peux compléter, ce qu'on connaît, c'est que selon les différents facteurs de risque qu'il y a, les atteintes ne sont pas les mêmes. Par exemple, le tabac va donner des atteintes proximales, c'est-à-dire va boucher les artères au niveau aorto-iliaque, voyez, alors que par exemple le diabète va donner des atteintes très distales de la microcirculation ou des artères vraiment de jambes, sous le genou, etc. Le cholestérol, je crois que c'est pas très localisé, mais en tout cas on connaît quand même certaines atteintes en fonction des facteurs de risque du patient. Avez-vous d'autres questions? L'activité physique, c'est important, paraît-il. Je parle? Ah oui, d'accord. Bonjour et merci pour cette présentation fantastique, même quand on n'est pas du domaine. Alors, j'ai une question qui va vous paraître forcément banale, mais à travers une prise de sang ou un autre procédé, est-ce qu'il existe un biomarqueur où on pourrait, je ne sais pas, prévenir, suivre les évolutions? Parce que je viens de comprendre qu'il y avait une évolution d'inflammation et une autre évolution plutôt ce qui est lié à l'os. Enfin bref, est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui existent, s'il vous plaît?
Eh bien non, il n'y a pas de biomarqueur spécifique pour tel ou tel type de plaque, parce que la littérature, les laboratoires de recherche se sont vraiment focalisés sur un type de plaque vraiment riche en lipides et inflammée. Donc ça, c'est le cœur de la recherche sur l'athérosclérose depuis 20, 30, 40 ans. C'est pour ça que les traitements qui visent vraiment les lipides et l'inflammation sont vraiment les traitements qui sont vraiment les plus testés. Et là, on commence juste à s'intéresser justement aux différents types de plaques, parce qu'on se rend compte aussi en clinique qu'on n'arrive pas forcément à contrôler toutes les plaques, tous les patients, et notamment parce que ce n'est peut-être pas forcément les mêmes mécanismes. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de biomarqueurs qui permettent vraiment de distinguer l'évolution de ces différents types de plaques. Mais c'est aussi un des objectifs de ce projet-là. Donc si je comprends bien, c'est quand on a le problème qu'on constate le problème. Pour l'instant, non, mais c'est un peu ça, quoi. Quand il y a un problème, c'est que c'est déjà un peu tard. Enfin, en tout cas, que le mal est déjà bien implanté dans les artères, oui. Donc, pour faire suite à la question de monsieur, vous avez évoqué tout à l'heure les facteurs génétiques. Moi, je ne vais pas remonter bien loin, hein, mais papa est décédé d'un AVC. Maman fait une angine de poitrine. Et moi, j'ai fait un infarctus à 49 ans et je suis greffée du cœur. Du coup, pour mes enfants qui ont 35 ans, enfin l'aîné a 35 ans, qu'est-il possible de faire, ou est-ce qu'il faut, comme dit monsieur, attendre qu'il y ait un accident? Je dirais qu'il ne faut pas attendre, mais il faut faire particulièrement attention. Donc, il faut qu'il soit encore plus vigilant, peut-être, des bilans sanguins plus fréquents, de l'activité physique un peu plus que la moyenne. Il faut être encore plus vigilant que le reste de la population. Déjà, ils ne fument pas. Donc, c'est la prévention des facteurs de risque. Donc, c'est pas de tabac, effectivement, et vérifier les taux de cholestérol et l'activité physique pour éviter justement le développement de la maladie. Mais après, il reste quand même plus à risque. Mais il faut éviter de surajouter des facteurs de risque de développement de la maladie ou de l'accélérer, en fait. Bonsoir. Moi j'ai fait une crise cardiaque il y a quelques années, mais j'ai fait une coronographie, mais ils ne m'ont pas mis de stent. J'ai jamais vraiment compris pourquoi j'en ai pas eu de stent, en fait. Est-ce que ça suffit les médicaments derrière? J'ai plutôt compris que j'avais une artère très fine, peut-être, mais... Donc, il faut voir sur les... En fait, le stent, si on peut ne pas en mettre, c'est mieux. C'est aussi pour ça qu'on utilise aussi des ballons et des ballons qui libèrent du médicament pour essayer de ne pas mettre de matériel. Parce que le fait de poser du matériel, c'est quand même une agression sur l'artère. Alors, surtout si votre artère était petite ou quoi. Des fois, le fait de poser du matériel, ça peut entraîner une déchirure ou, vous voyez, ça peut aussi mal se passer. Et même si ça se passe bien quand on pose le stent, il y a les problèmes de rosténose ou d'occlusion du stent qui peuvent survenir en rapport avec le fait qu'on ait mis du matériel dans l'artère. Donc, quand il n'y en a pas besoin, ils ont fait probablement une coronographie diagnostique pour voir effectivement si vous aviez besoin ou pas d'un traitement. Et après, si ils estiment, après on estime, moi je ne fais pas au niveau du cœur, mais au niveau des jambes, c'est un peu le même principe. Si la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur de poser un stent, il vaut mieux ne pas le poser, et puis le poser aussi plus tard quand il y en a vraiment besoin, parce que tous les dispositifs qu'on pose, ça a quand même une durée de vie limitée dans le temps. La maladie, même si les facteurs sont contrôlés, elle va continuer à évoluer. Et donc, vaut mieux pas traiter quand il n'y en a pas besoin, mais traiter quand il y en a besoin. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même un risque derrière. J'ai l'impression d'être sans filet, quoi. Sauf que les médicaments. Après, si vous n'aviez pas de traitement avant et que là, vous avez un traitement médical qui est optimum avec des facteurs de risque qui sont contrôlés, c'est quand même... On peut supposer que c'est... Après, le stent, quand il se bouche, c'est pas mieux, quoi. Vous voyez ? Donc ça peut repousser le stent. En fait, d'avoir un autre stent, ça peut le repousser. D'avoir un stent, je peux l'avoir dans plus longtemps. Oui. Parce que ça va moins gêner l'artère, en fait. Si on n'a pas besoin, il vaut mieux pas mettre de matériel dans les artères. D'accord, oui. C'est vrai qu'on jamais j'ai réussi à avoir une explication là-dessus. Et quand le stent se bouge, parfois c'est pire que quand l'artère, qu'avant en fait. Ah oui, Surtout au niveau des jambes.
il y a quand même tout un système naturel de shunt, comme ce qu'on fait nous avec un pontage, mais en fait naturellement. C'est pour ça qu'on dit aux gens de faire de l'activité physique, parce qu'au niveau des jambes, par exemple, si l'artère fémorale superficielle de la cuisse, elle est bouchée, c'est elle qui est le plus fréquemment bouchée, ben en fait, il y a l'artère profonde de la cuisse qui va développer les rameaux, des collatérales, et qui va venir réinjecter l'artère en aval, donc plus bas par rapport à la zone qui est bouchée. Et donc, naturellement, il y a des circuits de suppléance comme ça qui se créent. Voilà. Et puis, du coup, ça fait que ça peut... Et c'est beaucoup plus durable, en fait, quand les shunts sont créés naturellement comme ça que quand on implante du matériel. D'accord. Bon, merci. C'est donc une pathologie inflammatoire? C'est une pathologie évolutive, en tout cas. Et donc, tout ça pour ensuite poser la question, je ne suis plus très claire, mais est-ce qu'il y a un lien justement entre des anomalies du microbiote digestif et le risque d'athérosclérose? Je ne sais pas si... Alors globalement, ce qui est relativement bien décrit aujourd'hui, c'est que tous les syndromes inflammatoires chroniques sont un facteur de risque en plus pour l'athérosclérose. Si vous avez une inflammation chronique, il y a des études qui montrent que si vous avez beaucoup de caries, vous avez plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires. Donc tous les maux un peu inflammatoires chroniques vont influer sur l'inflammation aussi dans les artères. Vous avez encore des questions? On a le temps encore pour une question. Ou pas? Merci encore. Et bonne fin de soirée à tous.